Vidal et moi, la santé au cœur de votre quotidien. Épisode 1, l'insuffisance rénale et la pratique du sport, avec le professeur Gilbert Deray, néphrologue, et Fabrice Suret, atteint d'une insuffisance rénale chronique depuis l'âge de 18 ans. Bienvenue sur le premier épisode de Vidal et moi, le podcast qui vous en dit plus sur la santé au quotidien. Aujourd'hui, nous nous intéressons à l'insuffisance rénale et à la pratique du sport, mais aussi à un nouveau service de soins partenaire de Vidal qui accompagne cette pathologie, GPR. Pour traiter ces sujets, je suis ravie d'accueillir le professeur Gilbert Deray, néphrologue et pharmacologue, spécialiste en interactions médicamenteuses et pharmacocinétique. Vous êtes également spécialisé en hypertension artérielle et en médecine préventive. Votre formation s'est faite à l'assistance publique des hôpitaux de Paris et aux États-Unis. Vous avez dirigé le service de néphrologie à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de 1998 à 2022. Vous avez publié plus de 600 publications scientifiques et participé à des manuels médicaux. Vous avez également été l'auteur de Choisissez votre destin génétique en 2018 et Les pouvoirs extraordinaires du rein, paru en 2019. Vous avez fondé en 1999 GPR, qui est devenu en 2023, qui a signé en 2023 plutôt un partenariat avec Vidal, et dont vous allez nous parler dans cet entretien. Nous avons aussi le plaisir d'avoir avec nous Fabrice Suret. Alors vous êtes informaticien, vous souffrez depuis que vous avez une vingtaine d'années d'une insuffisance rénale pour laquelle vous avez eu une première greffe qui n'a pas fonctionné. Depuis vous êtes sous dialyse tous les 2 jours en attendant un autre donneur compatible. Ce qui ne vous empêche pas de pratiquer le sport à un très haut niveau. Vous allez nous en parler plus en détail tout à l'heure. Alors, professeur Deray, nous commençons par vous. J'ai rapidement présenté GPR. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce service de soins? Qu'est-ce qui a été à l'origine de la création de ce service? Et après, on parlera un peu du partenariat Vidal. Alors, avec plaisir. Ça a été créé tout simplement parce qu'il y avait un manque, qui est celui de pouvoir déterminer la posologie, la dose d'un médicament chez le patient insuffisant rénal. Un problème extrêmement fréquent, on parle de millions de personnes. Et ne pas adapter la posologie, c'est prendre un risque, manque d'efficacité, parce que souvent on surdose pas, mais on sous-dose. Et puis parfois on surdose, et donc on a les effets secondaires des médicaments. Donc il fallait créer un service que j'ai créé il y a maintenant quelques années avec une équipe de pharmaciens qui, quotidiennement, en fait, vont chercher l'information disponible dans la littérature internationale et sur les différents sites comme la FDA, le EMA, et qui rédigent des fiches qui sont toutes formatées de la même façon, qui vont permettre à chaque médecin, en introduisant quelques items très simples, l'âge, le sexe, la créatinine, d'obtenir premièrement la fonction rénale. On leur donne ce qu'on appelle le débit de filtration glomérulaire, suivant des formules mathématiques, et on lui donne la dose exacte. On lui dit, c'est pas 15 C8, c'est pas 20 C2, etc. Le GPR, ça a tout de suite rencontré un très très gros succès parce que tout simplement il y avait un manque. Donc à l'heure actuelle, GPR, c'est 3 millions de conseils par an, et dans des disciplines comme la néphrologie ou la pharmacie hospitalière, c'est quotidien. Ensuite, on a voulu établir un partenariat avec Vidal pour plusieurs raisons. Bon, d'abord, moi, à titre personnel, j'ai une affection pour Vidal. J'ai été élevé avec ce petit livre rouge qui est maintenant évidemment numérique, mais Vidal a versé ma jeunesse d'homme médecin. Et j'ai toujours trouvé qu'il y avait là un service rendu qui était important, et je pense que nous avons les mêmes valeurs, qui tout simplement, et je crois que c'est capital, d'essayer d'améliorer le soin en optimisant l'efficacité et en réduisant la iatrogénie. Donc, nous participons exactement à la même aventure médicale, à la même aventure humaine. Et donc, il était naturel de s'associer avec Vidal. L'autre raison, c'est que Vidal est l'acteur principal du médicament en France. Et donc, pour moi, c'était évident qu'il fallait que je collabore et que je m'associe et qu'on fasse l'aventure ensemble. Très bien. On va revenir un peu sur cette iatrogénie, justement, sur l'accompagnement que vous apportez, justement, dans la prescription pour les malades souffrant d'insuffisance rénale. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des risques et de ce que vous apportez en accompagnement justement aux professionnels de santé qui ne sont pas spécialistes de cette pathologie? La iatrogénie médicamenteuse, ce sont tous les ans quelques milliers de morts. Ce sont des centaines de milliers d'hospitalisations, en particulier chez la personne âgée. D'abord parce qu'elle est plus fragile, ensuite parce qu'elle prend beaucoup de médicaments, et puis évidemment qu'elle a plus d'insuffisance rénale. Cette iatrogénie peut être le plus souvent évitée, tout simplement en maniant mieux les médicaments, et l'insuffisance rénale est l'une des causes de cette iatrogénie, ce n'est pas la seule,
pour les raisons que je vous ai indiquées, c'est-à-dire que si on ne donne pas la bonne dose, on va donc soit perdre en efficacité si on sous-dose, soit donner des effets secondaires si on surdose. Donc il est absolument capital de prendre en compte le degré de l'insuffisance rénale et de donner la bonne posologie pour éviter cette iatrogénie qui peut être mortelle. Fabrice, vous souffrez d'insuffisance rénale depuis, comme je l'ai indiqué, donc à peu près à l'âge de... Bon, ça a été découvert à 18 ans, mais ça a vraiment été diagnostiqué, identifié. Vous aviez une vingtaine d'années. Comment vous avez découvert déjà, dans un premier temps, cette maladie? Eh bien, en fait, lors d'une opération d'un genou, une luxation de rotule d'un genou, prise de sang avant l'anesthésie. Et directement après l'opération, on m'a conseillé d'aller voir un néphrologue parce que j'avais un taux d'urée anormalement élevé. Donc, ça fait référence un petit peu à mon nom de famille. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais une insuffisance rénale. Et quelques semaines après, ils ont détecté une maladie génétique rénale qui s'appelle le syndrome d'Alport, qui attaque à la puberté, plutôt sur les sujets masculins, les yeux, les oreilles et les reins. Donc j'ai été opéré de la cataracte. Je suis appareillé auditivement des 2 oreilles et je suis en insuffisance rénale terminale, donc depuis l'âge de 20 ans. D'accord. Vous avez eu une première greffe qui n'a pas fonctionné. Vous êtes donc sous dialyse. C'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer justement ce qu'implique la dialyse dans votre vie quotidienne? Et en fait, quand vous arrivez au stade d'insuffisance rénale terminale, vous avez besoin de 2 traitements de suppléance, soit la greffe de rein. Et heureusement, on a un traitement de suppléance qui s'appelle la dialyse. Vous avez 2 types de dialyse, l'hémodialyse, qui est la filtration du sang, et la dialyse péritonéale, qui est faite sur un autre mode, plutôt à domicile. Et donc, mon quotidien, depuis l'âge de 20 ans, c'est d'aller faire des séances 3 fois par semaine. J'ai commencé avec un mode de dialyse de soirée, 3 fois 4 heures, après mon travail, de 18h à 22h30. Je rentrais chez moi à 23h, un peu émoussé physiquement. J'ai réussi à maintenir mon emploi, mais j'étais vraiment éprouvé au bout de 5 ans. Et heureusement, en 2002, à Rennes, il y a eu l'ouverture d'un nouveau centre. Et ils ont mis en place des chambres individuelles sur une modalité tout à fait innovante qui est l'hémodialyse longue nocturne. C'est du 3 fois 8 heures, c'est-à-dire qu'on va dans un centre, un hôtel dialyse, où on va faire une dialyse douce, longue et un sommeil profond pour vraiment réussir à filtrer ces toxines, tout ce qu'on a ingurgité, l'alimentation, l'hydratation, tous les reins, là, les reins ne filtrent plus puisqu'ils ne fonctionnent plus. Donc c'est la dialyse qui permet justement de suppléer ce fonctionnement. Vous avez toujours pratiqué le sport. La maladie que vous avez découverte ne vous a pas du tout découragé dans votre pratique du sport. J'ai même l'impression qu'elle s'est intensifiée. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler justement de votre pratique de très très haut niveau, hein? À titre personnel, moi je suis très impressionnée par tout ce que vous faites. Donc, est-ce que vous pouvez justement nous parler de ce que vous avez fait là, ces dernières années, de ce que vous avez médiatisé? Eh bien, tout d'abord, j'aimerais préciser que quand j'étais en dialyse de soirée, j'avais peu de temps et peu d'énergie pour faire de l'activité physique. Et c'est ce qui m'a beaucoup manqué. Pour moi, le sport ou l'activité physique, c'est les rencontres, le partage, l'inclusion avec d'autres personnes. Et c'est vrai que j'étais quand même malheureux sur cette période 97-2002. Et en 2002, depuis l'arrivée de l'hémodialyse longue nocturne, en fait, j'ai pu avoir le temps, mais en plus l'énergie de reprendre le sport, puisque la dialyse longue nocturne, on y va à 22 heures. Donc après le travail, jusque le début de la dialyse, j'ai le temps d'aller dans un club, voir les copains, pratiquer une activité. J'ai découvert après la course à pied en 2003, très rapidement après le début de la dialyse longue nocturne. Je fais un premier 10 km avec mon infirmier de dialyse longue de nuit. C'est lui qui m'a challengé pour faire mon premier 10 km. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vrai qu'on dit de moi, je suis un sportif de haut niveau. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui ne pratiquent pas de l'activité physique au quotidien et qui ne sont pas dans les critères de recommandation de l'Organisation mondiale de la santé. Moi, je dirais juste que c'est une pratique saine, équilibrée. Je ne me mets pas en danger. Après, ce qui est venu par la suite, c'est ma passion de la montagne et l'envie de parcourir des paysages extraordinaires, totalement déconnectés de la maladie au quotidien. Je crois que c'est vraiment ça, la symbolique que j'ai maintenant depuis plus de 15 ans que je pratique le trail et même l'ultra-trail. C'est de me déconnecter de mon quotidien où tous les 2 jours, je dois me faire dialyser. C'est vrai que quand je suis dans des épreuves comme ça, j'oublie tout.
et je me sens vraiment inclus socialement avec la communauté. Professeur Deray, j'aimerais vous faire réagir par rapport justement à cette pratique du sport qui cohabite d'une certaine manière avec l'insuffisance rénale. Alors, j'ai lu un peu la biographie de Fabrice et je crois savoir, Fabrice, qu'au début, d'ailleurs, votre néphrologue breton, puisque vous êtes de Rennes, il avait un peu peur quand même. Il disait, on ne sait pas comment le corps va se comporter, est-ce qu'il ne pousse pas un peu trop Juste cette remarque-là, et puis j'aimerais entendre le professeur Deray justement sur votre pratique du sport. Ce qui est important, c'est que le néphrologue que j'ai depuis 27 ans, c'est le même. Et c'est le même qui a refusé au début de sa carrière, il était très jeune. Je pense que maintenant, les néphrologues et les médecins sont sensibilisés aux bienfaits de l'activité physique. C'est le même qui a eu peur de me signer un certificat médical pour le foot, parce qu'il avait peur que j'ai un choc sur ma fistule qui perturbe après la dialyse, voilà. Et c'est le même aujourd'hui qui m'accompagne sur des épreuves totalement hors normes à La Réunion, en ultra-trail, sur une épreuve qui peut durer 2 jours. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait plus de 20 ans que je pratique maintenant le trail. Et ces étapes, elles ont été franchies petit à petit. Il y a eu des inquiétudes au début. Je me suis fait accompagner, test d'effort, parce qu'on avait peu de retours sur une expérience d'un patient dialysé qui part toute une journée en montagne en plein effort physique. Il y avait des doutes sur l'acidose, les difficultés médicales en fait. Professeur Deray, qu'est-ce que vous en pensez de cette pratique du sport? Il y a plusieurs choses. Il faudra qu'on revienne évidemment sur le problème de la sédentarité dans le monde et sur le problème de l'activité physique nécessaire. Mais avant, je voudrais faire un commentaire d'une autre nature. J'écoute avec attention Fabrice. Fabrice, c'est le marchand de la natation, c'est le Dupont du rugby, c'est le Mbappé du football. Et il ne faut pas se tromper sur ce que cela signifie. Et tu as exprimé des choses extrêmement importantes, parce que tu as exprimé des choses au-delà du sport, des choses humaines. La première chose, c'est que c'est évidemment un exemple hors norme, et que ces exemples hors normes sont nécessaires dans nos sociétés, parce qu'ils nous donnent le chemin, ils nous tracent le chemin. L'idée, ce n'est pas qu'on soit tous capables de faire ce que fait Fabrice. On n'y arrivera pas, pour différentes raisons. Ce n'est pas qu'on ne pourrait pas y arriver, mais la majorité, on n'y arrivera pas. Mais ce n'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est que Mbappé donne envie de jouer au football, Marchand de faire de la natation, Dupont de faire du rugby et Fabrice de faire de l'activité physique. Et c'est ça qui est important. La deuxième chose qui est importante, qui a été exprimée et qui me semble absolument cruciale, c'est que l'activité physique, sport ou pas sport, c'est aussi un élément humain capital. Comme vous l'avez exprimé, ou comme tu l'as exprimé, une source de rencontre, c'est une source de plaisir et de désir. Et si je ramène ça à ma consultation, ce que je dis toujours à mes patients quand je leur dis qu'il faut reprendre de l'activité physique, je leur dis, vous n'allez pas la reprendre parce que Gilbert Deray vous dit que c'est bon pour la santé, ça ne tiendra pas. Vous allez trouver la voie personnelle, que moi je ne connais pas pour vous, qui va vous donner envie de faire cette activité physique. Vous allez devoir trouver où est le désir, et non pas la peine, et non pas la peur. Et c'est ça que Fabrice Suret exprime, c'est ce désir de vie. Alors Fabrice, le sport, est-ce que c'est vraiment une affaire de désir? Je vais quand même revenir sur des choses parce que vous êtes trop modeste et vous ne l'évoquez pas tout de suite, mais vous avez fait quand même des choses assez extraordinaires. Donc le GR20 de Corse en 2021 qui a donné donc j'ai noté parce que faut me dire si je dis des bêtises, 180 km de marche et pour faire tout ça il y avait les dialyses de nuit à faire. Alors je sais pas si c'est sur cette épreuve sportive là, mais on vous a transporté carrément vos machines avec vos compagnons qui portaient les poches, qui portaient les machines, et vous faisiez vos dialyses la nuit, où il fallait de l'eau, il fallait trouver des points d'eau. Et tout ça, vous en avez témoigné. Alors, il y a eu la Corse, donc en 2021, Plus belle la nuit, c'est ça Et puis, il y a eu également, ça c'était La Réunion, un film qui s'appelle La montagne dans le sang, qui a été aussi très, très impressionnant. Donc, est-ce que le professeur Deray parlait de désir? C'est quoi l'énergie? Qu'est-ce qui vous pousse? Qu'est-ce que vous voulez dire à travers tous ces exploits? Moi, je parle d'exploits sportifs. Pour revenir un peu à notre sujet, l'activité physique avec la maladie chronique, il faut souvent on me dit à moi, mais Fabrice Suret, il a un moral hors norme. Il fait des choses totalement dingues. C'est totalement faux. On donne 10 000 €
à Monsieur Deray, je suis sûr qu'il se lance sur son premier 10 km dans un mois. Oui, mais ne le finit pas. Non, voilà, il faut trouver la foi, la motivation. Moi, la motivation, la passion, c'est la montagne et le partage. J'ai rencontré mes amis, mes compagnons de montagne en 2008 sur l'avion qui m'emmenait à La Réunion. J'ai un groupe extraordinaire de copains qui me portent dans des choses que peut-être tout seul je n'aurais imaginé. Seul, emmener une machine au plus haut refuge des Pyrénées à 2600 mètres, je ne serais pas arrivé. Eh bien, par la volonté, l'énergie, la foi, quelque chose de très positif, oui, où on a loué une joëlette, organisé des refuges et on a été faire pendant 5 jours en haute montagne et notamment faire la dialyse qu'on peut considérer comme la plus haute d'Europe à 2700 mètres d'altitude au refuge du Portillon. Donc ça, c'était l'été 2022. Et à l'été 2021, après la période Covid, on a eu cette volonté de se retrouver parce que, comme tout le monde, voilà, ce sens du partage, il est très important quand on pratique de l'activité physique. Et l'idée, c'était d'aller en Corse et d'expérimenter cette dialyse longue nocturne sur un parcours par étapes en mobilité. Et on a fait la Corse, effectivement, en 6 jours et 2 dialyses. Le positif, c'est qu'on a été suivi par un journaliste. Et le journaliste a fait un 6 minutes dans le stade 2, mais aussi un 26 minutes qui s'appelle Plus belle la nuit. Et la force de ce reportage, c'est voir l'accompagnement, l'assistance, ma femme qui a aidé, les difficultés rencontrées au quotidien, comment j'appréhende ça aussi. Ouais, je pense que j'ai toujours été dans un mode positif et j'ai appris, j'ai ouvert les portes une à une pour maintenant faire des choses. C'est vrai, pour le commun du mortel, on considère hors norme, mais pour moi, c'est ce que je fais depuis 20 ans. Professeur Deray, est-ce que, d'un point de vue purement thérapeutique, qu'apporte le sport en règle générale et peut-être sur l'insuffisance rénale en particulier? Alors d'abord, on va resituer le contexte. Donc la sédentarité, c'est dramatique. Ça tue des millions de personnes dans le monde chaque année. Et c'est une vraie épidémie. Elle s'accentue d'année après année ou de décennie après décennie. Je voudrais faire un petit rappel historique. Il y a environ 10 000 ans, nous étions dans la savane, des chasseurs-cueilleurs. Fabrice et moi, on allait chasser le mammouth et le tigre à grandes dents tous les jours. 10 000 ans, à l'échelle de la phylogénie, de l'évolution de notre génétique ou de notre épigénétique, ça n'est rien. Et donc, notre patrimoine génétique et épidémique croit toujours qu'on est dans la savane. Il ne comprend pas que je suis assis dans un fauteuil, il croit qu'en sortant de ce studio, je vais aller chasser le mammouth. Et en particulier, dans les 200 dernières années, on a tout fait. Et en particulier sur le plan technologique et sur le plan du comportement pour être sédentaire. Vous pouvez faire un Paris-Los Angeles sans marcher. Vous prenez l'ascenseur, vous prenez un taxi, vous prenez l'escalator à l'aéroport, vous faites la même chose de l'autre côté de l'Atlantique. Donc la sédentarité est un problème gigantesque. Je rappelle que l'année 2024 est cause nationale pour l'activité physique. Je regrette qu'il n'y ait pas assez de moyens. Il en faudrait beaucoup plus. J'espère que des événements comme les Jeux Olympiques vont stimuler ce désir d'activité. Elle est nécessaire parce que la sédentarité va, entre autres, être un facteur d'artériopathie, c'est-à-dire vos artères qui s'abîment, d'Alzheimer, de cancer. Donc, vous voyez, ce n'est pas du tout anodin. La définition OMS, c'est 30 minutes de marche rapide par jour. Après, faites comme vous voulez. Vous pouvez faire de la course, du vélo, de la natation. Vous n'êtes pas obligé de faire cette demi-heure de marche. Vous pouvez faire 4 heures par semaine. Ce qu'il faut éviter, c'est je marche une demi-heure et je suis assis ou allongé 23h30. Non, ça, c'est pas bon, ça. Donc, de temps en temps, il faut vous lever. Mais là encore, le mot désir est important. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui a, à l'âge que vous voulez, 40, 50, 60, 70 ans, qui n'a jamais fait d'activité physique du jour au lendemain, bon, maintenant, il va falloir bouger parce que sinon, tu vas être malade ou tu vas mourir. Ça ne marche pas, ça. Il faut qu'il retrouve l'envie, le désir de faire cette activité physique et il faut qu'elle soit adaptée à sa condition. Si vous avez les genoux malades, par exemple, si vous ne pouvez pas marcher, vous faites autre chose, de la natation. Si vous êtes dans un bureau toute la journée, ça je fais ça souvent, dans un bureau toute la journée, vous n'avez pas envie le soir à 19h ou 20h quand vous rentrez chez vous, d'aller vous taper une heure de vélo même chez vous. Non. À ce moment-là, je leur dis, vous posez le stylo 5 minutes, vous montez 5 étages, vous les descendez. Au début, vous me faites 15 étages. Dans 6 mois, vous en ferez 50. Et dans 12 mois, vous ne serez plus la même personne. Donc, il y a 2 composantes. La première composante, elle est médicale pure. Oui, l'activité physique est nécessaire pour rester en bonne santé longtemps. La deuxième composante, elle est morale.
elle est dans le fait qu'avoir une activité physique, c'est retrouver son corps, c'est également avoir une tête qui fonctionne mieux. Donc la vie est plus belle, elle est plus longue et plus belle. Très bien. Je suppose que vous êtes d'accord avec tout ça, Fabrice. C'est bon pour le moral, le sport? Il n'y a pas d'autre mot. C'est sûr que le moral est très important et l'activité physique participe au bien-être moral. Ça, c'est démontré scientifiquement et c'est prouvé. Très bien. Moi, j'avais quand même un petit message qui était de regarder vos deux films, hein. Il y a Plus belle la nuit, mais il y a aussi la montagne dans le sang, qui est très impressionnant, puisque ça s'est passé à La Réunion, c'est ça? C'est ça, sur cette course de 112 km, 7000 mètres de dénivelé. C'était le sens un peu de mon engagement national de porter l'hémodialyse longue nocturne, qui n'est pas connue. Et à travers ce film, La montagne dans le sang, je suis allé démarcher des financements, trouver un réalisateur, me lancer sur cette aventure. Par chance, j'ai terminé, mais ce film a une résonance émotionnelle assez forte sur toutes les personnes qui le regardent et participe au fait que j'apporte énormément d'espoir aux patients pour leur permettre de retrouver une vie active malgré la maladie. Ça, c'est très important. Alors, il y a effectivement l'hémodialyse nocturne, mais il y a aussi le don d'organes sur lequel vous êtes un vrai ambassadeur, je pense. Oui, vous placez toujours cet appel-là, parce qu'il y en a pas assez. Oui, c'est vrai, quand l'hémodialyse longue nocturne est arrivée en 2002, j'ai créé une association pendant 10 ans où on a fait plein d'activités, d'événements pour militer pour le don d'organes. Donc dès que je peux, j'interviens. C'est vrai qu'on me mandate beaucoup sur le sport santé, comment l'activité physique participe au bien-être et au renouveau du capital santé chez les patients malades chroniques. Et puis j'ai un engagement, c'est vrai qu'on porte beaucoup mon engagement sur le plan sportif, en me disant que je faisais des choses hors normes, mais le fait que je sois là, ici, aujourd'hui, que je me déplace, que je participe à un topo dans un congrès, mon engagement, il est vraiment sur l'hémodialyse longue nocturne. Je veux participer, à travers cet engagement altruiste, à mettre en avant cette modalité qui a changé ma vie. Oui, je voudrais ajouter deux choses. La première, c'est que je n'ai pas parlé de l'insuffisance rénale, donc je vais en parler. La deuxième, c'est de souligner le mot prévention. Alors, je commence par l'insuffisance rénale. La principale cause de morbidité et donc d'accident et de mortalité dans l'insuffisance rénale, c'est cardiovasculaire. Donc, l'activité physique, qui est un facteur important de la réduction des accidents cardiovasculaires, évidemment qu'elle va participer chez l'insuffisance rénale à réduire ces problèmes. Je n'ai pas d'études scientifiques qui montreraient spécifiquement chez l'insuffisance rénale que l'activité physique réduit cette morbimortalité. Les études, il y en a, mais elles ne sont pas très bonnes. Et je n'ai pas non plus d'études qui montreraient que ça réduit la progression de l'insuffisance rénale. Néanmoins, elle est totalement indispensable. La cause principale de l'insuffisance rénale maintenant dans le monde, c'est le diabète. Le diabète, c'est une maladie qui est rénale, c'est une maladie qui est, on va dire, artérielle en général. Donc ne pas avoir d'activité physique quand on a un diabète, c'est un problème gigantesque. Donc oui, dans l'insuffisance rénale, l'activité physique est un élément absolument majeur. Et puis, l'activité physique s'inscrit dans quelque chose qu'on appelle la prévention. Ce terme, qui est beaucoup prononcé, n'est pas beaucoup appliqué. On fait beaucoup de thérapeutique. D'ailleurs, nous sommes élevés, les médecins, nous, des allopathes. C'est curieux, allopathe, ça ressemble à un canard à une patte. On est des allopathes et j'aime bien cette image parce que je pense que cet aspect de la prévention nous manque. Et que le médecin, l'allopathe, il doit faire de la thérapeutique et de la prévention. Et dans cette prévention, et ça doit faire partie de toutes les consultations, il y a l'arrêt du tabac, bien entendu, il y a la nutrition, qui est un élément incroyablement oublié dans nos sociétés. On en parle, mais personne n'en fait. Ça devrait être une priorité au moins européenne. Et on devrait tous être au régime méditerranéen. Et puis évidemment, le troisième élément de ce triptyque, il y en a d'autres, hein, mais c'est l'activité physique. Vous savez que quand on combine ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'activité physique, l'arrêt du tabac et la nutrition, soit on n'est pas du tout malade et on va s'offrir des décennies magnifiques, soit on a une maladie et on va s'offrir aussi des décennies magnifiques, en tout cas bien meilleures qu'elles n'auraient été sans ce triptyque. Merci beaucoup. Merci, on arrive au terme de cet échange riche d'enseignements. Alors, je crois savoir, Fabrice, que vous allez être un des porteurs de la flamme olympique cet été. Vous avez été choisi pour ça. Très beau symbole. Justement, avec cette flamme, quel message souhaitez-vous adresser aux patients sur la pratique du sport ou au grand public en règle générale, justement, sur ce fameux sport santé
dont on a parlé là pendant cet entretien? La symbolique, elle est assez forte pour moi de porter via la flamme la cause du sport et de l'activité physique. Parce que le sport ou l'activité physique, comme l'a dit le professeur Deray, c'est au bénéfice de la prévention et de la promotion de la santé. Donc, je souhaite utiliser cette flamme justement pour améliorer la qualité de vie des personnes soignées et accompagnées, donc, et déconstruire les préjugés par rapport à ça. Et puis, moi, ce que j'ai envie de dire aux patients qui, quand ils ont la découverte d'une maladie, souvent on a tendance à s'isoler, à se renfermer. Je pense qu'il faut vraiment oser aller vers un club de marche, un club de chant, un club de danse, voilà, revenir vers des valeurs humaines et ne pas forcément regarder ce que vivent les gens sur les réseaux sociaux qui peuvent paraître extraordinaires, ou même moi. Et c'est un peu le sens que j'ai à chaque fois, c'est vraiment essayer d'oser, d'aller vers plus d'humanité. Oser, c'est une très belle conclusion. Eh bien, messieurs, il ne me reste plus qu'à vous remercier et à vous dire à bientôt pour un prochain épisode de Vidal et moi, le podcast du décryptage de la santé au quotidien.